quartier qui se développe, et puis une vie urbaine qui s'installe, avec effectivement l'arrivée notamment des premiers logements familiaux livrés sur le campus, avec bien sûr toute une dynamique également d'urbanisme transitoire sur des quartiers qui sont encore en phase de développement. Juste voilà, je voulais vous représenter un peu ce territoire qui est un territoire en pleine mutation. Et c'est vrai que nous étions déjà venus à la Maison d'Architecture en 2014 présenter une grande exposition qui présentait le projet et ses fondamentaux avec un cycle de conférences. Et là, pour les 10 ans finalement du projet, avec Philippe Vandemal, le directeur général de l'EPA, on a souhaité faire un peu un pas de côté par rapport à notre métier d'aménageur. Et donc, on a réfléchi à faire intervenir des artistes pour qu'ils posent leur regard sur ce territoire. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a fait appel à Marc Partouche, qui a été notre commissaire de l'exposition. Alors initialement, nous, on était plus partis sur une exposition purement photographique. Et tout de suite, Marc, je vais te laisser la parole, nous a dit non, mais il faut qu'on soit sur un champ pluridisciplinaire. Il faut faire intervenir effectivement d'artistes différents d'horizons. Donc, je vais laisser la parole à Marc qui va vous présenter un peu le concept de l'exposition qui est aujourd'hui exposée dans la mezzanine de la Maison d'Architecture, et cette exposition est ouverte jusqu'à début janvier, effectivement. Je pense qu'on dira peut-être les horaires jusqu'au 9 janvier. Jusqu'au 9 janvier. Okay. Merci beaucoup. Effectivement, j'ai été contacté par l'intermédiaire de Polymago, Geneviève Busch, pour les 10 ans, l'anniversaire de l'EPA. L'idée, c'était effectivement de faire une exposition et d'avoir des regards un peu différents sur ce chantier énorme. Moi, je connaissais Paris-Saclay un peu comme ça, de l'extérieur, mais en arpentant le territoire, je me suis rendu compte, on s'est tous rendu compte de l'ampleur du projet qui est assez extraordinaire, à la fois au niveau des aménagements des zones naturelles, mais aussi de l'architecture. C'est quasiment un musée de l'architecture à ciel ouvert. Enfin, on a été très impressionnés par ça. Et donc, immédiatement, l'idée, c'était de reprendre non pas la photographie, mais de renouer avec l'idée de la première mission photographique qui avait eu commandée par la Datar en 1984, qui était comment des photographes se sont promenés dans toute la France pour cartographier la France. Donc l'idée, c'était ça, c'était de dire, on va inviter un certain nombre de créateurs à regarder ça, mais pas uniquement photographique. C'était de multiplier les points de vue, de multiplier les regards, photos, dessins, romans graphiques, etc., etc. Vous avez une idée des choses qui sont là. Les artistes qui ont été invités, donc beaucoup sont présents ce soir. Donc Bernard Monino, bien sûr, il y a Alain Leloup qui est là, il y a Florence Gillard, je ne les vois pas tous, Miguel Chevalier, enfin, ils sont là s'il y a des débats ou des questions tout à l'heure. Et donc, ce que je voudrais souligner d'abord, c'est d'une certaine manière l'audace de l'établissement public, puisque quand on fait une exposition comme ça, soit on passe une commande photographique, soit on fait une exposition d'artistes, et le commissaire va dans les ateliers ou les bureaux et choisit des œuvres, etc. Là, l'idée, c'était vraiment une commande, c'est-à-dire que les artistes avaient carte blanche et on allait vers l'inconnu, c'est-à-dire le commanditaire ne savait pas du tout, ni moi, ni personne, ce qui allait être amené de cette pérégrination. Ça aurait pu être le meilleur, le pire, aussi bien esthétiquement que politiquement, etc. Donc vraiment, je tiens à chaque fois à souligner ça, l'espèce de liberté de carte blanche et de culot, parce qu'effectivement... bon. Et on a commandé à chaque artiste une dizaine d'œuvres. Et là aussi, on a été surpris par leur générosité, puisqu'ils ont tous produit plus que 10 œuvres, presque 15 œuvres, 20 œuvres. Enfin, l'ensemble fait à peu près 80 œuvres. Sur le thème lui-même, quand on se promène avec
sur l'établissement public, la zone, on est frappé effectivement par la question du paysage. Et quand j'ai proposé paysage, je ne savais pas du tout que Michel Desvignes était l'aménageur général du projet, qui était lui-même paysagiste, on va en parler. Et donc l'idée, c'était d'aborder la question du paysage aux trois sens, hein, paysage urbain, paysage naturel et paysage humain, parce qu'il y avait une telle diversité de villes, de villages, etc. Donc c'est les trois aspects qui ont été abordés. Deuxième élément, c'était de concevoir une expo qui allait tourner sur cet ensemble du territoire. Et il n'y avait pas du tout l'idée de faire une expo clé en main qu'on met dans des boîtes et puis qu'on dépose à chaque lieu. L'expo, on déplie, on accroche. L'idée, c'était qu'à chaque fois, il y ait une exposition unique et différente. C'est, je crois, ce qu'on a réussi à faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a conçu des rapprochements d'œuvres, un choix d'œuvres, des dialogues d'œuvres qui ont mis en valeur et qui ont été potentialisés, transcendés par les différents lieux. Je voudrais juste citer les lieux. Il y a eu 8 étapes. Palaiseau, Gif-sur-Yvette, Guyancourt, le lycée de Palaiseau, l'opéra de Massy-Palaiseau, Versailles, la galerie Joseph à Paris et la maison d'architecture aujourd'hui qui nous accueille. Voilà. Ça, c'est très, très important. Par quoi je pourrais terminer cette première partie? Par des remerciements, bien sûr. Donc, je n'ai pas cité tous les artistes, mais je ne sais pas si vous avez tous vu l'expo. Donc, il y a Florence Gillard, Céline Clanet, Bernard Monino, Alain Leloup, Miguel Chevalier, Fabrice Hibert, j'en oublie, et Arnaud Gissinger, pardon, voilà, qui est là aussi, je crois. Voilà. Donc, je veux vraiment les remercier et à nouveau remercier l'établissement. Je vous assure, c'est très rare d'avoir un commanditaire avec lequel on travaille dans de telles conditions, aussi bien Benoît que Gaël Coutan, avec une liberté totale. Et effectivement, alors la question qui se pose pour moi aujourd'hui, je termine là-dessus, c'est que vont devenir ces œuvres? C'est pas une commande publique. C'est pas une commande publique au sens classique du terme, où il y a un commanditaire et les œuvres restent ensuite au commanditaire. Là, les artistes restent bien sûr propriétaires de leurs œuvres, mais certaines œuvres ont de telles dimensions qu'ils vont avoir du mal à nouveau à les rentrer dans leurs ateliers. Donc moi, j'ai proposé à l'EPA qui garde une petite sélection, une œuvre par artiste, comme un témoignage, parce que je pense que ce sera un témoignage important de ce Far West. Au début, je voulais appeler l'exposition Far West. Il y a une telle énergie, une telle... oui, enfin, ça construit de partout, il y a de l'énergie, etc. Puis je me suis dit, bon, politiquement, si on appelle ça Far West, ça risque de poser quelques problèmes, et c'est pour ça qu'on est venu sur paysage. Voilà, j'arrête là pour le projet, puis on reviendra tout à l'heure. Alors, je vais passer la parole. On a fait un peu l'organisation assez classique. On a deux très grands créateurs, chacun qui est vraiment une référence dans son domaine. Mais donc, il y a dans le public, je ne sais pas s'il y a plutôt des architectes qui connaissent plutôt mieux Michel Desvignes et pas Bernard Monino, ou l'inverse. Donc, je leur ai demandé d'abord de commencer assez rapidement, de présenter leur travail, d'avoir l'humilité, de faire comme si on ne les connaissait pas, d'avoir assez rapidement de présenter leur travail respectivement. Et ensuite, chacun parlera plus précisément de son rapport à Paris-Saclay, le travail d'aménageur global qu'a fait Michel et la commande à laquelle a répondu Bernard. Voilà, donc je vous passe la parole pour une première présentation, Michel David. Merci et bonsoir. Donc ce sera sans image pour cette première partie. Hein, effectivement, au fond, dans nos discussions, la question qui a été posée, c'est quoi un paysagiste et c'est quoi un paysagiste dans une histoire comme celle-ci? Donc j'imagine que tout le monde a un peu une idée de ce qu'est un paysagiste ou un architecte paysagiste, mais je voulais plus précisément évoquer ce que ça veut dire dans une situation comme celle-ci. Alors vous dites aménageur, c'est pas ça d'ailleurs. Enfin, on a évidemment un vocabulaire bien particulier, mais bon, il y a une chose particulière à Saclay, on le verra dans une deuxième partie où je présenterai les choses, c'est que c'est très grand
il s'agit de transformer un très grand territoire pendant un temps très long. Et donc, qu'est-ce qu'un paysagiste vient faire dans une histoire comme ça? Et justement, on doit souligner que c'est là aussi une audace de la part de la maîtrise d'ouvrage qui est particulière, puisqu'il a été décidé, il y a maintenant 13 ans, qu'un paysagiste devait être mandataire d'une équipe de concepteurs, donc qui réunissait des urbanistes, des architectes, des ingénieurs, des bureaux d'études, etc. Et ça, c'est extrêmement important, et c'est assez nouveau en France quand ceci s'est produit, c'est d'imaginer qu'en effet, par rapport à un grand nombre de décisions qui devraient être prises pour l'implantation des infrastructures, pour l'implantation des quartiers, la prise en compte du paysage était un élément déterminant. Alors, je montrerai tout à l'heure d'où vient l'histoire, mais... donc, il ne s'agit pas tant d'aménager des parcs, bien sûr, il s'agit de ça aussi, et d'autres concepteurs le font, mais c'était vraiment ce choix d'imaginer que s'installer dans un territoire aussi grand, on ne savait pas comment le faire. Et là où un paysagiste peut prétendre savoir le faire, c'est en lien à une histoire. Au fin du 19e siècle et début du 20e siècle, il y a eu aux États-Unis des paysagistes qui ont contribué à l'aménagement des grandes villes. Donc, ils ont viabilisé des territoires en créant ce qu'on appelle des systèmes de parcs, des grandes continuités qui souvent révélaient la géographie naturelle, l'amplifiaient et finalement desservaient, viabilisaient littéralement des territoires à construire. Et compte tenu de la taille de Saclay, on a imaginé que ceci était une manière d'appréhender en préalable, en effet, l'aménagement de ce plateau. Alors, on verra tout à l'heure le projet. Je crois qu'il y a des choses qui ont fonctionné, qui fonctionnent. Ce n'est pas encore les cibles. Benoît Lebeau dit qu'on est à mi-parcours. Et en effet, pour le paysage, on est extrêmement débutant, puisqu'il faut un très long temps. Et je m'arrêterai presque là pour insister sur cette notion de temps. Donc, j'essaie de résumer ce que j'ai voulu dire. Donc, un paysagiste, non pas seulement pour agrémenter, pour embellir, un paysagiste pour accompagner une équipe de concepteurs dans des grands choix d'installation dans un territoire. Et bien entendu, des paysagistes pour ensuite embellir, justement, faire ces fameux parcs. Et cette notion de temps long est très, très importante. Je veux dire, on sait bien que la transformation d'un territoire urbain de cette dimension prend au minimum une génération, en réalité beaucoup plus. 50, 60 ans, on voit bien, on est en train de faire un gros projet à La Défense qui a déjà 50 ans et on continue. La transformation de la ville est une chose permanente. C'est pas seulement d'ailleurs que ça s'arrête un jour, mais c'est long et là c'est un phénomène qui débute. Et peut-être qu'on a perdu dans nos sociétés aussi le goût des chantiers, le goût des transformations, l'idée qu'on fabrique notre environnement, qu'on le transforme, C'est bien entendu que nous n'échappions peut-être pas dans ce dispositif à un phénomène de mode, voire à une sorte de caution peut-être. C'est-à-dire que le paysagiste ne peut pas faire trop de mal. Mais justement, c'est tellement important de redonner peut-être ce goût des grands chantiers, des grandes transformations territoriales. J'insiste parce qu'on a la chance de travailler dans beaucoup de situations, et la situation française est un peu étrange aujourd'hui. Les grands chantiers sont un peu un tabou. On a beaucoup de peine finalement à faire connaître, je trouve formidable le travail des artistes, parce que à faire connaître ce territoire, à intéresser, à attirer, à en parler, à le montrer dans justement dans ce processus de transformation d'un site. Alors, je sais pas, je m'arrête là et on le verra peut-être d'une manière plus compréhensible avec des images dans une deuxième partie. Mais je voulais vraiment recadrer, c'est pas simplement, oui, venir planter des arbres, bien entendu, il s'agit de ça. Mais il s'agit en préalable, je répète ce mot volontairement, de faire ces grands choix de viabilisation liés à l'intelligence d'un territoire, à son amplification, d'une géographie naturelle qu'on révèle dans ce territoire de Saclay. Bonsoir.
Alors, moi, je suis un peu ennuyé de devoir présenter mon travail en 10 minutes, c'est ça? Et je vais commencer en fait par quelque chose qui a été filmé par mon ami Hervé Baquet, qui est ici présent, qui a enregistré une partie de mon exposition à la Fondation MACT, qui a eu lieu au printemps dernier, et où j'ai présenté une œuvre tout à fait représentative de ce que je fais depuis plusieurs années, et qui est une grande installation qui s'appelle Antichambre. Alors, dans mon travail, il y a toujours l'idée qui est basée sur une chose très simple, c'est que moi, mon paysage, c'est l'atelier. Et il se trouve que le mot atelier, c'est l'anagramme du mot réalité. En fait, ce que je fabrique depuis 50 ans dans mon travail, c'est une réalité qui est produite directement à l'intérieur des données extrêmement limitées, qui sont celles d'un lieu fermé, clos, mais dans lequel l'imaginaire se développe. Alors, cette œuvre que vous allez voir, elle date d'il y a environ 5-6 ans. Elle est basée sur, en fait, au départ, sur un rêve. Et dans ce rêve, je visite l'atelier d'un artiste inconnu. Et ce qu'il réalise, cet artiste, c'est des sculptures de silence. Alors, vous allez voir, la troisième partie, la troisième version de ces œuvres, sculptures de silence, c'est cette œuvre qui s'appelle Antichambre, un petit film qui dure 5 minutes. Alors, nous sommes dans la salle Chagall, et c'est l'œuvre, on peut dire, oui, pour moi, majeure de l'exposition. Elle s'appelle Antichambre. Et alors, elle est composée d'un certain nombre d'éléments qui procèdent des sculptures de silence, c'est-à-dire cette forme qui a la proportion à peu près, oui, de ce qu'on appelle un lit à baldaquin. À l'intérieur de l'œuvre, il y a six colonnes de sonogrammes qui sont suspendues et qui sont mis en tension dans l'espace par des lestes qui sont sur la partie inférieure de l'œuvre. L'œuvre, elle tourne dans une durée de 2 minutes sur elle-même, et en fait, le projecteur permet de projeter la matérialité de l'œuvre par des ombres ou des reflets sur les murs de la salle. Alors l'idée Antichambre, c'est ça qui a donné le titre, c'est-à-dire que l'œuvre, elle est à la fois dimension, hauteur, largeur, profondeur, mais en même temps, sa véritable dimension, c'est la totalité de l'espace de la salle. Un petit peu comme nous, en déambulant autour, nous étions dans l'antichambre de l'œuvre.
Alors, elle est composée avec du plexiglas semi-miroir et en fait, ces disques en verre dont le diamètre a été défini par rapport à un sonogramme, par exemple, c'est fait de lignes verticales, comme ça, côte à côte, qui ont des dimensions différentes. Alors, l'idée, c'est que je me suis dit, tiens, chaque ligne, ça va devenir le diamètre d'un cercle. Ensuite, l'idée de la suspension avec le fait que l'œuvre ne soit pas fixée, mais lestée par la gravité, c'est une manière d'évoquer pour moi quelque chose qui sort de l'ordre d'un suspense. Hein, on dit un temps suspendu, comme ça. Alors, le silence, c'est une sorte de suspense du temps, comme ça aussi. Hein. Alors, c'est pour ça que je tenais beaucoup à ce que cette œuvre soit, vous savez, un petit peu comme un instrument de musique où toutes les lignes, toutes les cordes sont des choses qui sont mises en tension. Et l'œuvre, en fait, elle est à la fois un mouvement et en même temps, comment dire, soumis à la gravité. Alors, là, j'ai laissé un peu de temps pour que le silence se manifeste spatialement, mais on sait tous que le silence n'existe pas, hein, sur Terre en tout cas. Et moi, ce travail, il a commencé à partir du moment où j'ai été sollicité par une metteuse en scène qui s'appelle Gilberte Say, qui m'avait fait participer à un spectacle qui s'appelait Tableau impossible. Et en fait, cette notion d'impossibilité, je l'ai mis de manière centrale dans mon travail, c'est de ne plus penser par rapport à des choses que je peux faire, mais énoncer des impossibles pour ensuite faire de l'art une pratique, un art des solutions imaginaires. Là, ce qu'on a vu, c'est une construction sur laquelle j'ai travaillé 3 ans et qui a trouvé son origine, comme je disais tout à l'heure, sur un rêve. Mais mon travail, il a commencé dans les années 70. Alors justement, ce que vous voyez là, c'est une œuvre tout à fait typique du début de mes œuvres. Elle date de 1972. Et elle faisait partie de la série des vitrines. Alors il se trouve que pour le projet de Saclay, j'ai repris un certain nombre d'éléments qui sont présents dans ses premières œuvres. Alors pourquoi ça ne marche pas? Ah ben, d'accord. C'est un problème là. Comment ça se fait que ça ne marche pas? Ah, alors, vous voyez ça, par exemple, ça c'est une œuvre qui appartient à la collection du Centre Pompidou. Alors, ce qui m'intéressait à l'époque, c'était le tableau, c'est un chantier. Et en fait, c'est une chose qui est inspirée un petit peu aussi, vous savez, du nouveau roman. C'est-à-dire que l'œuvre, elle raconte l'histoire de l'œuvre en train de se faire. Et ces œuvres étaient basées sur la peinture, mais des matériaux, le verre, les miroirs. Et c'est une sorte d'enquête sur la réalité. Alors, ces chantiers qui sont présents dans ces vitrines, ils ont été développés après. Alors, je vais passer très, très vite et je vais m'arrêter de temps en temps sur... alors, est-ce que ça va fonctionner? Ça, c'est des œuvres un peu plus tardives, c'est sur les serres. Des œuvres d'assez grande dimension sont des dessins, toujours utilisant le dessin et le verre, parce que le verre est une matière qui est constamment présente dans mon travail, qui m'a fait énormément réfléchir sur ce qu'est justement le lieu où l'image se forme. Le verre, c'est une surface intermédiaire où on peut voir au-delà, en deçà, on peut se voir en reflet dedans. Et ensuite, ça a donné cette série d'œuvres qui est composée de 28 éléments qui s'appelle Chambre Noire, où là, j'interrogeais le processus photographique. À l'époque, j'étais très intéressé par un film de Antonioni qui s'appelle Blow Up, vous savez, qui est un film qui raconte l'histoire d'un photographe qui se met à douter de la véracité du témoignage photographique. Alors ça, c'est des œuvres, ça m'a pris 3-4 ans. Et puis ensuite, il y a eu toute cette série d'œuvres qui ont commencé après un voyage que j'ai fait en Inde, dans les jardins astronomiques. Et cette œuvre-là qu'on vient de voir, elle s'appelle Flamme solaire. C'est une œuvre qui est à l'intérieur d'un dispositif, parce que toutes mes œuvres sont toujours liées à des conditions de perception, c'est-à-dire que je fabrique le lieu qui va permettre d'observer ces œuvres. Alors ces œuvres, elles sont faites avec 2 noirs différents. C'est pas l'outre noir de Soulages, mais c'est pas loin, parce que c'est un noir de velours qui est fait avec du noir de fumée, et puis ce qu'on voit brillant,
c'est du graphite. Et selon la lumière, un petit peu comme la daguerreotype, le dessin apparaît ou disparaît selon la position que l'on prend à l'intérieur de cet espace circulaire. Voilà, ça c'est une série d'œuvres qui s'appelle Constellation. Ça c'est des œuvres plus tardives. Ça c'est un instrument pour peser le poids du regard. Ça c'est des grandes installations qui, pour moi, une extension, parce que ce qui résumerait tout mon travail, c'est le dessin. Mais le dessin qui prend possession de l'espace, c'est-à-dire qui sort du format du papier et qui se prolonge par des fils, par des tracés qui sont faits par des éléments en tension. Cette œuvre s'appelle le fil d'alerte. Cette œuvre-là, alors d'un seul coup, ça passe à toute vitesse. Ben, c'est pas plus mal d'ailleurs. Alors à chaque fois, c'est toujours comme ça. Il y a une idée de départ, il y a des dessins préparatoires, il y a des maquettes, il y a l'œuvre, et puis ensuite il y a des tableaux. Ça, c'est un autre partie de mon travail que j'appelle les dessins collectés. D'ailleurs, j'avais failli proposer pour Saclay de faire une collecte de dessins du vent sur le territoire de Saclay. Alors, ce sont des dessins qui sont collectés avec cet appareil, qui me permettent de fabriquer, on va passer parce que sinon, voilà les dessins que j'obtiens avec cet appareil. Et puis ensuite, ces dessins sont scannés et projetés dans l'espace et ça devient des grandes installations comme celle que vous allez voir. Là, c'était au McVal. Ce sont 12 dessins tracés par le vent dans différentes régions du monde. Et ce qui m'intéressait beaucoup, c'est que l'exposition, je peux la transporter dans ma poche. Parce que les gobos, ils font 5 cm, et avec la lumière, je peux obtenir des dessins qui font plusieurs mètres d'envergure. Ça, c'est une... Alors, après, il y a eu cette série de dessins plus récentes qui s'appelle « À la poursuite des nuages », qui sont des dessins que j'ai faits à partir d'une idée, en observant le scribe du Louvre, et en me disant qu'est-ce qu'il fait ce personnage. En fait, il prend la dictée. Et dans l'atelier que j'ai dans le Jura, qui est sur le rebord du premier plateau du Jura, je me suis mis dans la position du scribe et je me suis dit, je vais faire un relevé du passage et du nuage. Alors sur la gauche, on ne voit pas très bien, mais chaque fois que je dessine une ligne de nuage, je note l'heure à laquelle je commence, et quand je passe à la ligne suivante, je note de nouveau l'heure. Mais je crois que je ne vais pas montrer tout, parce que j'ai déjà dépassé mon temps, c'est ça? Ça va encore? Bon, attendez. Ah bon, alors ça, c'était des projets d'installation. C'est quand j'étais professeur à l'École des Beaux-Arts de Paris. Quand je suis parti, j'avais proposé de faire une installation que je n'ai pas réalisée et qui devait occuper la salle de dessin. Et alors, c'est-à-dire, c'est l'idée aussi de remplacer des planètes par des toupies. Je vais pas aller un peu plus vite. Voilà. Attendez. Ça, c'est une série qui s'appelle Terminal. Chambre d'écho, ça c'est une œuvre sur laquelle j'ai travaillé 5 ans, qui est basée sur un souvenir d'enfance. Ma mère, qui était musicienne, m'avait un jour initié à la manipulation de cet outil tout à fait particulier. Pour moi, c'est le souvenir le plus ancien de ma mémoire, que j'ai retenu comme étant la source de ma sensibilité, qui associe toujours la vision et l'écoute. Vous savez, on dit écouter, voir. Voilà. Alors là, ce que je montre, c'est très rapidement les différentes œuvres. Alors c'est-à-dire, ce que vous voyez là, c'est tout une partie de ce qui était exposé à la Fondation MACT. J'essaie d'aller le plus vite possible. Voilà. Là, c'est pareil. Ça, c'est une œuvre que j'ai faite juste à la fin du confinement. Elle s'appelle Point de rosée. C'est un instrument, un capteur imaginaire qui capte la rosée qui se forme à ce moment très particulier de la journée qu'on appelle le point de rosée, où la fraîcheur de la nuit va rencontrer les premiers rayons de soleil, va se former sur les végétaux, la rosée. Alors, j'ai imaginé, encore une fois, un instrument tout à fait à fonctionnement imaginaire qui est un capteur de rosée. Alors, on ne voit pas, mais les détails, c'est que dans toute la sculpture, il y a des petites gouttes de verre qui simulent la présence de la rosée. Voilà, ça, c'est les tableaux que j'ai faits d'après ça. Alors ça, c'est la dernière œuvre que j'ai présentée. C'est une œuvre que j'ai faite avec une phrase du philosophe Jean-Luc Nancy, qui est celle-ci. « L'étrange mémoire de ce qui ne s'est jamais déposé dans un souvenir. »
Alors, cette œuvre, elle fonctionne à partir de c'est la partie centrale, c'est deux personnages et qui dialoguent, et puis il y a un personnage qui est assis sur une chaise, et puis un personnage, une figure féminine qui tourne, et puis entre les deux, il y a la phrase de Jean-Luc Nancy qui est faite en miroir et qui tourne sur elle-même et qui permet donc de voir... Ça, c'est une série d'œuvres qui s'appelle des tableaux anagrammes, et qui sont des transpositions de textes en braille. Et alors, ce sont des phrases qui sont, alors c'est des phrases de philosophes, des phrases d'astrophysiciens, comme ça, qui donnent ces compositions, en fait, qui s'adressent à quelque chose qui n'est ni de l'ordre de la vision, ni de l'ordre du toucher, puisque les œuvres sont faites avec ça se présente comme ça. C'est la toile, elle est marouflée sur du bois. Et puis la perforation, elle est faite de manière à faire que les petits cônes que l'on voit traversent l'épaisseur du tableau. On peut arrêter là. Oui, très bien. Non, j'avais beaucoup trop de photos. Voilà. On reviendra, j'avais aussi des questions. On va passer peut-être à la deuxième partie, c'est-à-dire votre rapport plus particulier, ce que vous avez créé dans le cadre de Paris-Saclay. Donc voilà, Michel, vous avez la parole. Après, on reviendra sur toi. Puis il y a quelques questions et j'imagine qu'il y aura des... C'est n'importe laquelle de ces choses. C'est là, elle marche mieux. D'accord. Il faut appuyer sur... Maintenant que tu sais. Très bien. Donc, je vous montre ce que je racontais un peu tout à l'heure d'une manière peut-être trop abstraite. Et au fond, à propos on ne va pas tout montrer, mais évoquer deux idées, deux contributions en tout cas à ce travail sur Saclay. Alors, cette image, juste pour qu'on se rende compte, vous voyez des périmètres, il y a une espèce de contour noir et un contour blanc qui justement, lorsque nous avons commencé en 2009, nous ont été proposés. C'est en effet les territoires maîtrisés par l'établissement public aujourd'hui, une préfiguration auparavant. Vous voyez par rapport à Paris, donc c'est effectivement très complexe d'imaginer quelles règles du jeu on se donne dans un territoire aussi grand. À quoi est-ce qu'on s'accroche Alors, j'ai les mêmes difficultés. Ah voilà, c'est toi finalement. Ah bah oui, mais ça va pas. Donc il y a quelques cartes comme ça. Alors là, on voit l'agriculture et le construit. Et en blanc, ce qui n'est ni l'un ni l'autre et qui, justement, sont des boisements. C'est tous les endroits en Île-de-France qui sont trop pentus pour être construits ou pour être cultivés et qui déterminent justement toutes les lignes d'horizon, la structure. Au fond, ce sont les grandes traces de la géographie naturelle. Alors, pas seulement, vous reconnaissez le jardin de Versailles, le jardin de Sceaux, quelques forêts également, mais tout de même, c'est pratiquement l'empreinte de cette géographie naturelle à l'ouest de Paris. Et c'est tout à fait tangible, c'est-à-dire que l'on soit dans les vallées ou sur les plateaux, c'est la silhouette, ce sont les lignes d'horizon, et c'est aussi parfois, comme c'est le cas ici, les lieux où se trouvent les infrastructures, les circulations. Pardon, alors ça passe pas du tout comme je le souhaite, mais tant pis, on va essayer de suivre. Alors évidemment, je disais tout à l'heure qu'on se raccroche à une histoire importante, donc ces systèmes de parcs. Et justement, à l'ouest de Washington, s'est créé un grand campus universitaire à Georgetown, et une ville également, qui fait grosso modo la taille, qui a la même taille que ce fameux plateau de Saclay et ses accès. Et là, on a mieux compris comment ceci avait été fait, et en effet, c'est les auteurs, ont compris, ont fait l'inventaire de toutes les petites rivières, des pentes, etc., de la géographie naturelle qui était ténue, ont amplifié cette géographie naturelle pour en faire finalement la charpente paysagère, le système de parc, la viabilisation de ce grand développement urbain. Je montre une photo aérienne aujourd'hui, et ça, c'est toujours là, et où en effet les grandes voiries, les parcs, la géographie amplifiée, les rivières, la collecte de l'eau, tout est dans cette nature révélée.
Et on sait tout à fait, et la ville s'est installée avec une grille géométrique, évidemment, la fameuse grille américaine de Jefferson. Alors on s'est beaucoup référé à ceci, ça a été notre guide pour intervenir à Saclay. Évidemment, c'est différent aujourd'hui. On ne crée pas une ville, on transforme un territoire, il y avait déjà des présences. Mais c'est voilà, il y a deux choses que je voudrais dire ce soir. La première grande idée, c'est comment transpose-t-on aujourd'hui ces continuités de parcs qui sont une révélation de la géographie dans les transformations de nos territoires. Alors par exemple, je montre des dessins que j'aime beaucoup, donc de l'auteur qui est le fils d'Olmsted. Ils ont inventé ce qu'ils appelaient des parcours à étages. Dans des petites vallées qu'ils avaient repérées où il y avait des sortes d'égouts à ciel ouvert, ils ont donné de la place aux rivières, installé les chemins, la collecte de l'eau, mais les grandes voies, etc. C'est-à-dire toute la géographie amplifiée et la structure de la ville transformée. Pardon, alors j'ai un peu du mal à... Alors vous voyez un vert plus clair que le reste, et justement notre proposition a été immédiatement d'imaginer que les talwegs, le prolongement de ces reliefs qui sont conservés devaient être amplifiés et toutes les voiries devaient trouver cette place. Évidemment, c'est fondamental pour nous parce que ce plateau fait 7 km de long et l'air de rien, ces petites taches vertes sont kilométriques, font 3 km, etc. Ce sont déjà de bons appuis. Et on est allé au-delà de ça, lentement d'ailleurs, en imaginant qu'au-delà des terres agricoles préservées par la loi, bien entendu, comme Benoît Lebeau l'a rappelé, on pouvait être plus dense dans la partie qu'on aurait pu construire. Vous voyez, ce sont les sortes de formes noires. L'agriculture est aussi noire, mais enfin, qui sont les campus. Et on a dégagé une grande surface qu'on ne construit pas pour créer, c'est la deuxième idée, une forme de lisière, c'est-à-dire un paysage intermédiaire entre la campagne, entre l'agriculture remembrée du plateau et ces campus. Et un lieu où, justement, comme on le disait pour les infrastructures tout à l'heure, un certain nombre de services liés à la ville, la récolte de l'eau, le traitement de l'eau, la gestion des terres, trouvent sa place. Des terres expérimentales aussi pour les écoles d'agronomie. Au fond, inventer un espace public contemporain qui est un intermédiaire entre la campagne et un campus, entre la campagne et la ville pratiquement, et qui rendent service à cette ville. Et ceci, nous le prenons comme un grand prototype dont on imagine qu'il pourrait se généraliser dans de très nombreuses situations de notre ville diffuse contemporaine. Donc c'est comme un système de parc, mais il joue avec des nécessités, avec des besoins, avec une ingénierie écologique au service de la ville, disent les universitaires. Alors, on voit finalement, vous voyez en blanc ces campus qui s'installent, qui existaient. D'ailleurs, là aussi, il s'agit bien d'une transformation. Il s'agit de très lents phénomènes. Mais en tout cas, une surface importante, d'environ 200 hectares, finalement, ce qui est 3 fois moins que le bois de Boulogne. Alors, vous voyez en vert, en blanc les campus, en vert cet espace intermédiaire, cette lisière. Vous voyez Paris dans l'angle en haut à droite, et puis toute cette agriculture, bien entendu. Alors, j'en montre quelques images. Donc, c'est la gestion des eaux, ici, par exemple, du campus de Polytechnique, notamment, le côté Palaiseau. L'un de ces campus, c'est un archipel de campus. Ce système de paysage nous a permis d'imaginer que ce n'était pas une seule chose, mais un archipel de campus. Et il y a également, lorsqu'on fait un grand quartier comme ça, il y a des compensations écologiques qui sont extrêmement importantes. Et on a fait foisonner le besoin de gestion des eaux, les compensations de forêts, les compensations de zones humides, pour fabriquer à la fin un paysage. Et on retrouve un peu ce que l'on souhaitait. La constitution d'un paysage donne la règle à tous ses besoins techniques et utilitaires. Alors je ne commente pas trop, mais ça passe par évidemment la gestion. Il y a des très grands étangs qui ont été construits pour recevoir les eaux de pluie. Ces étangs se doublent de zones humides. On a également des lieux plus liés aux formes agricoles qui nous permettent aussi de récolter de l'eau, de générer des zones humides pour compenser certaines qui ont été modifiées, mais aussi de constituer des zones expérimentales pour les chercheurs de l'INRA, enfin de l'Institut d'agronomie, et surtout, finalement, de constituer un espace public, mais qui n'est pas une sorte de parc qu'on serait venu superposer à ce plateau agricole, mais
finalement la miniaturisation de ces pratiques agricoles, la miniaturisation de ces ensembles naturels. Et du coup, voilà, donc deux idées, utilisation de ces systèmes de parcs pour constituer un grand corpus aujourd'hui, et constitution de cette lisière, de cet espace intermédiaire entre l'agriculture et les campus. Et finalement, en préparant cette présentation, en regardant bêtement mon téléphone, ce que à peu près la seule chose que j'arrive à maîtriser technologiquement, je voyais que ça y est, quoi. Aujourd'hui, sur Google du petit téléphone, on voit ce que je viens de vous montrer, ces bassins. Alors, tout à fait à gauche, c'est une forêt de compensation, c'est un milieu humide, c'est des zones expérimentales dans les petits carrés. On s'inscrit dans la logique du parcellaire agricole en le miniaturisant, et on récolte l'eau aussi dans un vestige qu'on a mis en valeur. Il y a des très grandes rigoles, des grands fossés qui récupéraient l'eau pour l'usage de Versailles sur le plateau de Saclay, et on a réussi à faire foisonner la mise en valeur de ces rigoles avec la gestion des eaux aujourd'hui et la compensation écologique pour fabriquer ce tissu de chemin, alors bien jeune, bien entendu, dont les plantations ne sont pas encore tout à fait visibles depuis les satellites. Je montre. Alors voilà, par exemple, le corridor écologique, qui est un endroit qui fait à peu près 90 mètres de large en moyenne, 1,3 km de long, et qui a été fait pour justement permettre le passage du triton crêté et du crapaud accoucheur, je me rappelle maintenant, mais on le prend très très au sérieux. Et finalement, c'est un paysage qu'on fabrique qui va être le parc pour les humains, évidemment. Non pas, ils vont pas pouvoir coexister tout à fait près des animaux, mais longer ce vide. Et on aménage finalement, pour reprendre le terme, 3 km de succession de bassins pour récupérer l'eau, de corridors écologiques, de zones humides, bordées par des forêts qui compensent. Donc tous ces besoins écologiques au service de la ville nous permettent de fabriquer un véritable espace public, un véritable parc, dont l'esthétique est extrêmement, alors je vous la montre de très haut pour pas vous embêter, mais est très très simple, très élémentaire, ce qui me convient tout à fait. C'est pas du tout, il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de connotation, ça n'évoque rien d'autre que ce que c'est. Ce qui me va bien, et ce sont des moyens très, très simples, très rustiques, campagnards, ce qui n'est pas le cas de tous les espaces publics, évidemment, des villes. Alors, je crois que c'est la dernière image, où vous voyez, alors, par exemple, ceci, c'est assez bizarre, mais c'est un bassin. Alors, sur l'image, il doit faire 600 mètres, c'est la longueur du Jardin des Plantes à Paris, 600 mètres de long, je pense, à ne pas me tromper. C'est les dessertes, ce sont les entrées du campus, les voies qu'on voit sur les côtés. C'est la gestion de l'eau, c'est la gestion d'une zone humide, cette sorte de bizarre serpent qui va disparaître. Et puis, c'est la reconstitution de forêt en haut. Et là, par exemple, c'est la création d'une zone humide qui vient compléter le bassin qui préexistait de Polytechnique. Et je crois que c'est la dernière image. Merci beaucoup. Oui, c'était intéressant de voir aussi ce panorama et les différentes lignes de force. On va peut-être, Bernard, comme ça, ce serait bien qu'on garde un peu de temps s'il y a des questions ou des remarques. Donc, nous dire, toi, par rapport à la commande artistique, comment tu as abordé cette commande. Alors, les œuvres sont là-haut, bien sûr. Mais j'ai préparé quelques photos. Voilà, quelle démarche, voilà. Alors, moi, j'ai été sollicité par Marc Partouche. C'était dans une période un peu après le premier confinement. Hein. Moi, je suis arrivé, en fait, j'ai passé une journée sur place. Et dans cette période, je suis venu, comme toujours, avec un carnet et puis un appareil photo. Et je me suis promené, j'ai circulé dans cet espace. Et puis, j'avais quelqu'un qui m'a baladé en voiture d'un lieu à l'autre, ce qui m'a permis de voir l'étendue, mais absolument énorme, de cet espace. Et en fait, au début, j'étais assez déconcerté. Comment j'allais pouvoir répondre à cette commande? Et il y a une chose qui m'a frappé, c'est l'idée que ce lieu dont je savais que son ambition, hein, c'était de créer une très grande université à dimension, une audience mondiale. Hein. J'ai été frappé de voir que presque tout est en construction. Ce n'est que des chantiers, que des choses dans lesquelles on a l'impression qu'on voit
le lieu dans une phase qui sera absolument que momentanée et qui se passera quelques années et d'un seul coup, ce sera tout à fait autre chose. Alors, dans mon travail, la question que je me pose, c'est pas de faire un travail sur le paysage. Pour moi, mon travail, c'est comment je passe du paysage au tableau. Qu'est-ce que c'est qu'un tableau? Un tableau, c'est un paysage qui est à 2 dimensions. Et ce paysage à 2 dimensions, il contient un certain nombre d'éléments qui sont à l'intérieur de chaque œuvre, qui sont des éléments indiciels. Alors, les indices que j'ai développés, ce sont principalement des choses qui sont en rapport à l'espace. Parce qu'une chose qui m'a toujours beaucoup intéressé, c'est la représentation. Vous savez qu'on dit que les grandes inventions de l'histoire de l'art, c'est toujours au moment où les artistes inventent des espaces nouveaux, l'espace cubiste, l'espace suprématiste, tout ça. Et je suis tout à fait fasciné par une chose que disait Marcel Duchamp à propos de la perspective. Il disait qu'il voulait en pleine période où le cubisme triomphait, il disait « je voulais rétablir la perspective dans la peinture, non pas comme système illusoire, mais un système capable de produire des virtualités ». Et ça, je m'intéresse beaucoup à ça. Alors maintenant, ce qu'on voit ici, c'est la photo en fait de l'œuvre que vous allez voir dans la mezzanine, dans l'exposition là. Alors c'est une seule œuvre qui est composée de 20 éléments, hein. J'ai fait ça sur une période environ de 6 mois, à partir des documents que j'avais collectés, parce que je procède beaucoup par archives. Et après, chaque tableau pose une question bien particulière. Alors, je montre 3 photos, mais j'en ai fait, je ne sais pas, 200-300 photos, hein. Alors, j'ai toujours été fasciné par la dimension extrêmement plastique de ces lieux de construction. Il y a une esthétique du chantier, moi, qui me passionne. On voit très bien les madriers peints en jaune, il y a aussi les fers à béton. Et alors, tout ce vocabulaire de forme, c'est une manière pour moi aussi de recycler en fait la grande tradition picturale. Vous savez, avant qu'on utilise dans la peinture les rétroprojecteurs, on utilisait ce qu'on appelait les mises au carreau. Et en fait, les fers à béton, quand on les voit souvent qui bordent les chantiers, c'est littéralement une mise au carreau de l'espace. Et d'ailleurs, j'ai vu dans les œuvres de Miguel Chevalier, qui est ici présent, que lui aussi, il a travaillé dans ses vidéos absolument spectaculaires et très efficaces sur le plan visuel. Cette idée... Alors, vous voyez, par exemple, moi, les photos que j'ai sont très simples, banales. Alors, comment extraire, à partir de ces photos, des éléments qui puissent m'aider à construire le tableau? Alors, après, je vais vous montrer les dessins. C'est-à-dire, je passe de la photo au dessin. Et alors là, par exemple, c'est les premières phases, les dessins sont très esquissés, comme ça, c'est l'idée de puiser un certain nombre des choses que j'ai entrevues, qui peuvent être des détails extrêmement particuliers, que j'ai d'abord isolés photographiquement, et qu'ensuite j'essaye de déconstruire pour en extraire les éléments plastiques, c'est-à-dire les rythmes, les formes, les couleurs, les plans, les distances, les profondeurs de champ. Et alors, je travaille toujours dans mes œuvres sur 2 plans. C'est-à-dire qu'il y a une première partie qui est peinte au fond et une deuxième partie qui est peinte sur une surface de toile polyester, un petit peu comme de la soie, qui me permet de créer une sorte de palimpseste. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une chose qui se superpose sur... Alors ça restitue un peu à la fois les limites, les lisières entre les parties sur lesquelles on peut déambuler et puis les lieux auxquels on n'a pas accès, comme les chantiers, sont souvent chantiers interdits au public, vous savez. Souvent on voit ça. Hein. Et alors on voit aussi quelque chose qui est ma grande référence plastique, parce que j'ai une passion, moi, pour les artistes constructivistes russes. Lissitsky, Malevich, Rodchenko, Tatlin, tous ces gens-là. Et alors, en fait, mon travail, il est... quand j'interroge le paysage de Paris-Saclay, en fait, mon bagage historique, pictural, c'est les constructivistes russes. Voilà. Alors, vous voyez, par exemple, ça, c'est des dessins. Alors, par exemple, il y a des choses là, le dessin du dessus, c'était une chose que j'ai photographiée en voiture, dans un passage d'un lieu à l'autre. C'est un espèce de tunnel dans lequel on voyait des sortes de trouées qui permettaient de voir le ciel. J'avance un peu. Alors là, voilà, par exemple, ça, c'est l'un des tableaux. Alors, c'est un des tableaux qui représente, en fait, les espaces
au moment où les chantiers, avant que les choses sortent du sol. C'est-à-dire qu'on a tout ce qui est les parties souterraines, les lieux d'accès, ce qui va devenir les parkings, ce qui va devenir ce qu'on ne voit pas. Et puis, il y a des choses qui commencent à sortir du sol. Alors, par exemple, voilà, le dessin qui précède le tableau qu'on vient de voir, c'est celui-ci. Il y en a un autre, c'est celui-là. Il y en a un troisième, c'est celui-là. Et en fait, le tableau, c'est la synthèse des trois choses qui se superposent. Là, par exemple, celle-ci, c'est la plus identifiable, c'est à partir du bâtiment EDF. Hein. Alors moi, j'isole ça, et alors j'abstractise d'une certaine façon, hein, moi, ce que je vois. C'est-à-dire que là, par exemple, le problème que je me pose, c'est comme je disais à l'instant, c'est de composer quelque chose qui fasse que le tableau, il fonctionne. Alors là, il y a trois couleurs, jaune, bleu, noir. Et puis, là, il y a l'apparition de ce dont je parlais, les fers à béton, qui permettent de faire des mises au carreau. J'essaye d'avancer, excusez-moi, encore une fois, c'est bizarre. Et puis, alors, il y a des choses dans lesquelles j'ai introduit des éléments plus fictionnels. C'est des petits détails de choses que j'avais vues dans des revues, dans des choses que j'ai vues sur place, d'ailleurs, parce que j'ai collecté plein de documents. Alors, après ça, tout ça, c'est agrégé petit à petit pour faire ces compositions. Là, par exemple, c'est une perspective qui représente, vous savez, les lieux quand on essaye d'accéder à un endroit, il y a un balisage de l'espace fait avec des bandes de couleur rouge, comme on voit dans les aéroports. Et là, il y a une perspective qui est faite en fait des barres de néon. Et ce qu'on voit, c'est une ligne de chiffres qui est le nombre pi. Ça, c'est des choses vues à partir des bâtiments où il y a les lieux d'habitation. J'essaie d'avancer, mais c'est bizarre, il y a un retard à l'allumage. Alors ça, j'ai voulu faire une allusion à quelque chose qui s'est passé au moment du Covid. Vous savez, on a vu énormément de vues de villes où on voyait des animaux qui commençaient à réinvestir des territoires urbains. Alors j'ai imaginé, en travaillant sur ces œuvres, j'ai dit, au fond, ce grand campus, si d'un seul coup, il était vidé, comment les animaux viendraient parcourir ces espaces. Alors, l'animal, là, il est flashé un petit peu. Ça, c'est un document qui m'a servi à faire certains tableaux. Vous savez, c'est des systèmes qui permettent de flasher la présence des animaux dans la forêt, comme ça. Alors, leurs yeux apparaissent toujours comme deux lampes allumées, comme ça. Voilà, j'ai repris, par exemple, ça. Alors, l'animal, là, il est un petit peu... la présence de ce qu'on appelle l'anthropocène, pour moi. Hein. C'était mes préoccupations écologiques, elles se limitent à des choses extrêmement limitées. En tout cas, simplement de faire allusion à la présence de l'animalité qui disparaît complètement dans ces espaces qui sont absolument spectaculaires dans leur dimension. Et puis là, des références à des choses. Pour moi, l'université, c'est lié à la philosophie. Alors, par exemple, on a vu dans un tableau précédent la présence du nom de Socrate. Là, c'est Platon. C'est des noms de quartiers aussi. Hein. Et alors là, encore une fois, l'espace, il est balisé par ces fers à béton qui sont des sortes de mises au carreau. Là, c'est les reflets des places de parking qui se reflètent dans des parties vitrées et on voit derrière le chantier. Voilà. Et je crois qu'on arrive à la fin. Voilà. Oh, je crois que, merci. Le temps passe très très vite. Je crois qu'on a assisté là à deux très belles démonstrations au fond de ce qu'est le processus créatif. Hein. Dans les deux cas, on a bien vu. Y compris, alors il y aurait beaucoup de choses à dire, y compris sur les choses qui se recoupent, qui se croisent, qui se répondent. Moi, je suis assez surpris de ça, des échos. Mais je préfère peut-être, parce que le temps est vraiment... peut-être voir s'il y a des questions ou des remarques, des observations. Il y a aussi des artistes présents, peut-être des architectes. Voilà, peut-être, sauf si vous voulez, je pense que c'est bien parce qu'on a déjà... outrepasser le temps, voilà. Si c'est pas le cas, on peut continuer 5 minutes, mais est-ce qu'il y a des questions ou des... Tout le monde a soif, c'est ça? Peut-être que les artistes présents dans la salle souhaitent ajouter quelque chose, je ne sais pas. Oui.
Peut-être en attendant juste non, un il y en mot. a une là, il y en a une, pardon. Merci. En écoutant les différents participants, j'ai pensé à un ouvrage de Pierre Francastel, Peinture et société, où justement il fait un pont entre l'urbanisme, la sociologie et les arts plastiques. Et je voulais demander aux participants si éventuellement cet ouvrage leur permet, enfin, pourrait leur permettre de développer un peu l'évolution de l'espace, justement la notion d'espace. Quand Bernard Monino évoque cette construction, je pense qu'il y a peut-être quelque chose comme ça. C'est la mise au carreau, mais c'est aussi la question de la planéité, l'évolution de l'espace. Chez les primitifs siennois, par exemple, ça me fait penser beaucoup aux peintures de Bernard Monino. Enfin, ce moment où on passe d'une planéité à une perspective. Voilà, je ne sais pas si... D'une perspective à l'espace réel. Vous vouliez ajouter quelque chose? Du coup, ce n'est pas tout à fait une réponse à votre remarque, hein, mais peut-être j'y viendrai. Bon, compte tenu du peu de temps, j'avais fait le choix de montrer cette géographie naturelle, révélée, amplifiée, qui est une structure. Mais je n'ai pas montré une deuxième composante qui est fondamentale et qui a été développée avec les urbanistes, qui est une grille orthogonale générale. Alors j'ai eu tort, mais on a été convaincus. Enfin, au fond, je suis très influencé par le paysage américain, enfin par les villes américaines. Et les villes américaines, jusqu'à un certain moment, ont été composées bien sûr par la fameuse grille du président architecte Thomas Jefferson, donc une grille partout, la mise au carré, enfin pour une grille qui est antique, hein, évidemment. Mais cette grille a été bizarrement très révélée par cette géographie naturelle amplifiée. Et c'est vrai que quand vous circulez dans une belle ville américaine, je sais pas, Chicago, Minneapolis, Washington surtout, vous circulez sur des parkways qui suivent les rivières, et puis après vous rentrez dans le tissu urbain qui est une orthogonale, première à gauche, deuxième à droite, etc. On se perd jamais. On est soit dans la grille, soit dans cette géographie naturelle transformée. Et pour moi, c'était vraiment... c'est notre modèle à Saclay, c'est-à-dire qu'à Saclay, bien sûr, c'est un chantier, et on sait bien que c'est difficile pour tout le monde de le voir, parce qu'aujourd'hui, on regarde des immeubles indépendants, des bâtiments indépendants, alors qu'on verra plus tard des rues organisées sur cette grille qui, chaque fois, iront jusqu'à cette géographie révélée. Alors, du coup, cette grille, pour nous, est fondamentale, et c'est ce couple géographie révélée, grille, qui compte. Alors évidemment, ça a fait peur toujours, et ça continue à faire peur. On a beaucoup de confrères qui ne jouent pas ce jeu-là, qui ne comprennent pas. C'est chiant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est comme si vous regardiez Paris avec un bâtiment sur 2 ou un bâtiment sur 3. Imaginez, la moitié de Paris détruit, vous regardez ces bâtiments, ce serait épouvantable. Aujourd'hui, on ne voit pas des rues, on voit des bâtiments qui ne doivent pas être vus d'une manière indépendante. Et notre fameuse géographie, pour l'instant, son amplification est naissante, évidemment. Donc c'est très compliqué de le lire. Mais pour bien connaître ces villes américaines, comme vous tous, enfin, c'est des images qu'on a en tête, je suis convaincu de cette image-là. C'est formidable, cette grille. Et c'est tout à fait actuel. On ne se réfère pas au Moyen-Âge. Même si ces grilles sont antiques, c'est un système extraordinaire et qui donne pour la vie une flexibilité. Enfin, moi, j'aime évidemment énormément les dessins qu'on vient de voir, j'avoue. Et c'est vrai que il y a toutes ces échelles dans la grille présente à Saclay. Il y a ce que vous avez révélé, puis il y a la grande grille. Alors j'ai montré ces quelques bassins, et c'est beau. Voilà. Bon, je sais pas trop, merci. Alors c'est pas une réponse directe à la question, c'est un prolongement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est pas... Oui. Bon. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais souligner ce qui est à votre disposition. Le journal de l'exposition, que je trouve qui est offert à qui le souhaite, qui est où il y a la totalité des œuvres produites, parce qu'on n'a jamais pu exposer la totalité. Là, l'ensemble des œuvres est dans le journal.
Puis je crois qu'il y a un ouvrage aussi qui est Oui, à oui, votre on met également à votre disposition. disposition pour approfondir et rentrer plus effectivement dans le projet Paris-Saclay. On a fait réaliser avec l'appui de Marc Sotro et dans la collection Archibook un ouvrage hein, qui présente effectivement le projet. Vous y retrouverez également effectivement tous les urbanistes hein, qui interviennent hein, sur nos opérations, ainsi qu'une présentation effectivement d'une collection de bâtiments, puisqu'aujourd'hui on a à peu près, je pense, à peu près 70 développés, voilà, en une dizaine d'années, on a 70 projets qui sont d'architectes hein, qui sont sortis de terre et voilà, et donc on en présente quelques-uns effectivement avec voilà, avec les architectes qui présentent leurs bâtiments. Moi, je voulais juste ajouter une chose, c'est que j'ai été très, très intéressé par l'idée, ce qui m'arrive rarement, parce que moi, contrairement à vous, je ne travaille pas sur des commandes, c'est-à-dire d'avoir ce projet d'une exposition qui consiste à vous commander de travailler sur un lieu particulier que tous les artistes, les 7-8 artistes qui ont participé, auront à traiter. Hein. Alors, c'était assez curieux parce qu'au moment où moi je travaillais, je me disais, mais et les autres, qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là? Alors, je connaissais les noms, je connaissais bien Miguel Chevalier, mais les autres, je les connaissais que très peu. Et alors, c'est ça qui était très intéressant, c'est l'idée, chose que malheureusement, mais en même temps, je pense que c'est bien aussi. Je ne sais plus, c'était Michel-Ange qui disait l'art vit de contraintes et meurt de liberté. Et moi, j'aime beaucoup la contrainte parce qu'effectivement, je n'aurais jamais pensé faire ces tableaux si j'avais pas eu cette proposition où j'ai dû aller voir sur place et d'un seul coup dire voilà, maintenant, pendant un moment, tu vas arrêter le flux de tes œuvres que tu fais à l'atelier sans qu'on te demande quoi que ce soit, ou c'est toi qui décides. Là, il va falloir répondre à une question, c'est comment tu traites ce lieu particulier et comment les autres vont... Alors, après, ce qui a été très intéressant, c'est de voir le résultat de chacun. Et c'est très, très intéressant parce que je vois par exemple Fabrice Hibert qui n'est pas là aujourd'hui. Je me doutais qu'il allait faire ce qu'il a fait. Parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la relation art-science, mais aussi dans une espèce de vision d'une sorte de théorie dans laquelle le jeu appartient, prend une très grande importance dans son travail. Et en fait, chaque personnalité d'artiste que je connaissais, en tout cas, me donnait l'idée que je pouvais pressentir ce qu'il allait faire. Pour terminer là-dessus, la première proposition de Fabrice Hibert, c'était de faire une chasse au trésor. C'est-à-dire, il nous avait proposé de cacher des objets à lui, des dessins sur tout le territoire, et faire des questions, des cartes. Et au fur et à mesure que les gens trouvaient ces objets, on les exposait, on les présentait, et à la fin, les gens qui avaient trouvé l'objet partaient avec. Mais comme c'était une exposition itinérante, on s'est rendu compte que ça allait être assez compliqué, mais c'était ça son projet de dessin. S'il n'y a pas de questions, parce que le temps passe vraiment, peut-être, comme je ne vois pas bien, je suis ébloui, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, je vous remercie tous. Il y a un cocktail qui est prévu là, au fond de la salle. Benoît, je te laisse le dernier mot. Non, merci à tous. Et nous, je voulais renouveler effectivement qu'on était, je pense, il y a aussi beaucoup de collaborateurs de l'établissement public qui sont là. C'est très fier hein, finalement du travail et finalement on a fait confiance et on a fait confiance à Marc et avec Gaël et finalement je pense qu'on est très content du résultat et je pense effectivement Gaël, il faut vraiment qu'on arrive à garder quelques œuvres, je pense pour nous, pour mettre dans nos bureaux quand même. C'est bien.